Bonjour à tous, aujourd'hui on va se plonger dans un chapitre vraiment, mais alors vraiment fascinant du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est le chapitre 16, un moment un peu suspendu où une chanson assez mystérieuse va faire se rencontrer, vous allez voir, l'espoir le plus pur et l'horreur la plus totale. Alors pour bien comprendre ce chapitre, on va procéder un peu comme dans une enquête, si on veut. D'abord, on va se glisser dans la peau du condamné pour voir comment il se sent. Ensuite, on va écouter avec lui cette chanson, cette fameuse chanson si bizarre. Puis on va chercher les clés pour la décoder. Et à la fin, on verra ce que ça révèle. Pas seulement l'histoire qu'elle raconte, mais surtout le message coup de poing que Victor Hugo a voulu faire passer. C'est parti. Bon, première étape, on plante le décor. Notre condamné, il n'est plus dans son cachot, Il est à l'infirmerie de la prison de Bicêtre. Et franchement, il est au plus bas. Il est au fond du trou, complètement écrasé par le désespoir. Hugo dit qu'il est courbé et replié sur lui-même. Il est juste anéanti, physiquement, moralement, par cette attente insupportable de la mort. Et dans cette détresse totale, son seul souhait, c'est tout petit, c'est presque un désir d'enfant. Il rêve d'entendre un oiseau chanter. Juste ça. Un son simple, un son pur, un son naturel, quelque chose qui lui rappellerait qu'il y a encore de la beauté quelque part, en dehors de ces murs horribles. C'est un besoin de pureté au milieu de toute cette saleté. Et là, c'est presque un miracle qui se produit. Son vœu est exaucé, mais en mieux, si on peut dire, d'une manière encore plus forte. Ce n'est pas un oiseau, non. C'est une voix humaine, la voix d'une jeune fille. Une voix qui représente tout ce qu'il n'a plus, lui. L'innocence, la jeunesse, la vie tout simplement. C'est un vrai moment de grâce, totalement inattendu. Mais attention, ce moment magique ne va pas durer. Il va vite basculer dans quelque chose de beaucoup plus étrange, de malaisant. Parce que la mélodie, elle est douce, elle est triste, elle est magnifique. Mais les paroles sont juste incompréhensibles. Et c'est là que le mystère commence, c'est là que le charme se rompt. Voilà, la chanson commence. Le narrateur écoute, il est suspendu à cette voix d'ange. Mais ça ne dure pas longtemps. D'un coup, des mots bizarres comme « coltiger » viennent lui taper dans l'oreille. Coltiger, ça ne veut rien dire pour lui. Le sens lui échappe. Et la belle émotion, elle commence déjà à laisser place à la déception. Et ça continue, ça ne fait qu'épaissir le mystère. La tartouve, grand meudon et taboulé. On sent bien que ce n'est pas du français normal. Pas du tout. C'est comme un code, un langage secret. Un langage qui vient d'un monde beaucoup plus sombre. L'espoir du début a complètement disparu. Maintenant, c'est un mélange de curiosité et, il faut le dire, de dégoût. Chaque nouvelle phrase est une énigme. Malargue, enfouraillé, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Cette voix si pure, si belle, est en train de chanter des mots qui sonnent laids, violents, c'est presque monstrueux. Là, on commence à devenir quelque chose. Une sorte d'aveu, ou peut-être une vantardise de criminel. Faire suer un chêne, engolanter son auberge. Même sans comprendre le sens exact, ces expressions, elles puent la violence. Elles sentent le crime. Le malaise du narrateur est à son maximum. Et puis, tout à coup, la chanson semble raconter une vraie histoire. On entend parler de Versailles, du roi. Est-ce qu'il s'agit d'une demande de grâce? On a l'impression que l'histoire prend forme, mais elle reste hyper floue, comme si on la regardait à travers un brouillard de mots incompréhensibles. Et arrive la fin. Brutale, sans appel. La dernière phrase, une danse où il n'y a pas de plancher, celle-là, pour le coup, elle est presque claire. C'est une image terrifiante, une référence directe à la pendaison. Pour le narrateur, le choc est immense. La si belle chanson se termine sur une vision de mort atroce. Bon alors, c'est quoi ce langage si bizarre? Victor Hugo nous fait découvrir ce qu'on appelle l'argot. Et attention, l'argot à cette époque, ce n'est pas juste parlé de manière familière, non. C'est une vraie langue parallèle, une contre-langue. Elle a été créée par les criminels, justement, pour qu'ils puissent se comprendre entre eux, sans que la police ou les gens honnêtes ne comprennent. C'est la langue du secret, la langue des exclus, la langue du crime. Allez, c'est le moment de jouer les traducteurs, on va décoder tout ça. Alors, coltiger, ça veut dire arrêter. Les rails, ce sont les flics, les policiers. La large, c'est sa femme ou sa maîtresse. Enfouraillé, ça veut dire mis en prison. Et puis, les plus terribles, faire suer un chêne, c'est une image horrible pour dire assassiner un homme. Pour lui prendre son auberge, c'est-à-dire son argent. Le grand dab, facile, c'est le roi. Et pour finir, la danse où il n'y a pas de plancher, oui, c'est bien ça, c'est la pendaison. Et maintenant qu'on a la clé, qu'on a le décodeur, la chanson change complètement de visage. Ce n'est plus du tout une jolie mélodie mystérieuse. Non, c'est le récit, brutal, sordide, d'un crime et de son châtiment. Donc si on résume l'histoire, voilà ce que ça donne en clair. Un criminel se fait arrêter par la police. Il demande à un pote de prévenir sa femme qu'il est en prison.
Il lui avoue aussi qu'il a tué un homme pour lui piquer son argent et sa montre. Sa femme, désespérée, va jusqu'à Versailles pour supplier le roi de lui pardonner. Mais le roi furieux refuse et confirme qu'il sera pendu. Voilà l'histoire. Une histoire de violence, de désespoir, qui finit mal. Pas du tout romantique. Alors, la grande question c'est pourquoi? Pourquoi Victor Hugo a-t-il écrit ce chapitre comme ça? Quel est l'intérêt de créer un contraste aussi violent, aussi choquant entre la musique et les paroles? Eh bien, c'est justement là que se cache tout le génie de Hugo et tout son message. Hugo y crée ce qu'il appelle lui-même une alliance monstrueuse. C'est ça l'idée. D'un côté, on a une voix d'ange, le symbole même de la pureté, de l'innocence. Et de l'autre, on a des paroles de démons. Cet argot, c'est la langue du sang, du crime. La rencontre entre les deux, c'est juste choquant, c'est contre nature. Et la figure de style qui est au cœur de tout ça, que Hugo utilise de manière magistrale, c'est l'antithèse. Un petit rappel, l'antithèse, c'est quand on rapproche deux idées, deux mots totalement opposés, pour créer un effet de contraste super puissant. Et ici, l'antithèse entre la voix et les paroles, entre la beauté et l'horreur, eh bien, c'est le moteur de tout le chapitre. C'est ce qui crée l'émotion et qui porte la critique. Et pour décrire ce qu'il ressent face à ça, le narrateur, et donc Hugo, utilise une métaphore d'une puissance folle. Écoutez bien. On lui dit la bave d'une limace sur une rose. L'image est incroyable, non? La rose, c'est la voix de la fille, la beauté parfaite. Et la bave de la limace, c'est l'argot, c'est la saleté du crime qui vient tout souiller. Franchement, on ne peut pas mieux décrire ce sentiment de dégoût. Et c'est là qu'on arrive vraiment au cœur du message de Victor Hugo. Parce que cette alliance monstrueuse, ce n'est pas juste pour faire joli, ce n'est pas juste un effet de style, non. C'est le symptôme d'un problème bien plus grave, la prison. Pour Hugo, la prison, c'est un endroit toxique. Il parle d'un venin qui salit tout. Un venin si puissant qu'il arrive à corrompre même la chose la plus pure qui soit, la chanson d'une enfant innocente. Bon, alors en résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce chapitre qui est si dense, si riche? C'est vraiment un moment charnière. Pas seulement pour le condamné, mais surtout c'est une véritable démonstration de force de la part de Victor Hugo. Pour faire simple, ce chapitre, c'est une sorte de montagne russe émotionnelle. On commence avec une petite lueur d'espoir et on plonge tête la première dans la réalité la plus crade de la prison à cause de cet argot. La chanson raconte l'histoire d'un meurtre, c'est vrai, mais le plus important, c'est comment Hugo utilise l'antithèse, l'opposition entre la voix pure et les mots horribles, pour nous faire passer son message. Et ce message, c'est que la prison est un lieu de corruption totale, qui détruit toute innocence. Et je vous laisse avec une question pour réfléchir. En choisissant de passer par une chanson, par l'art, pour faire sa critique, est-ce que Victor Hugo ne rend pas son message beaucoup plus puissant qu'un simple discours politique? Est-ce que ce n'est pas justement ça toute la force de la littérature? Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite analyse.